Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Guillaume. Salut Martin. Salut Guillaume, comment ça va? T'as bien dormi? Ah bah écoute, on a un peu trop dormi tous les deux, c'est-à-dire que moi, réveil à... Je crois que je me suis levé à 7h25, ce qui est incroyablement trop tard pour... Démarrer à la 8. Ah bah oui, il y a beaucoup de choses à préparer le matin, et là vraiment 7h25. Non, plus exactement, je me suis réveillé à 6h moins le quart, je me suis dit, ah, c'est trop tard, c'est trop tôt. Je referme un coup les yeux, et fallait pas. Et toi, pareil? Ben, c'est ça, j'ai fait la même, 6h05, puis après j'ai fait 7h40. Là par contre il va falloir faire ça. Mais il y a quand même eu le temps de faire tout ce qu'il faut pour être vif. Surtout, c'est le chalet d'un monde de jeu. On fait ce qu'on veut, on démarre à l'heure où on veut, il n'y a pas de souci particulier. Évidemment, on est ravis d'être avec vous ce matin pour pouvoir vous accompagner sur cette matinale. Vous partagez des jeux qui vont arriver. Tu as un petit tas de jeux là juste à côté, je le regarde. Oh là là. Il y a des choses à partager avec vous. Des jeux que tu connais maintenant. Alors, il y en a 3 que je connais bien et puis d'autres que j'ai hâte de voir jouer également. C'est le plaisir de te recevoir pour la 4e fois. C'est la 4e fois que tu viens au chalet. Attention, 5e, tu as le droit à ta tasse. Plus qu'une. Plus qu'une. Ah, plus qu'une. Donc demain, je reviens. Moi, ça serait avec plaisir, tu le sais. Non, non. Alors, tu seras présentateur, par contre, parce qu'on a des invités demain. Pas de et puis moi, du coup, je vais me promener. Je t'ai montré des bons coins de promenade, des bons coins à champignons hier. Mais dans cette matinale, nous allons pouvoir échanger. On va vous parler de différents jeux, dont Borealis, qui est... Alors, c'est les sorties de cette période, et j'ai mis Borealis en dehors des sorties, tout simplement, parce que c'est pas une sortie de cette période. C'est vrai. Si tu le harcèles, tu peux l'avoir avant, nous dit Rachel. Avant quoi? Avant demain? Je ne suis pas du tout. Qui va-t-on harceler pour avoir quoi? Alors oui, on vous le montre vite fait, mais on vous en parle juste après. On commence pas... Enfin, on va commencer très vite par ça, mais quand même, on est avec notre invité Guillaume, on va pouvoir discuter un tout petit peu ensemble. Je regarde ceux qui nous ont rejoints ce matin, puisque vous savez que cette émission est enregistrée en direct, on la rediffuse derrière. D'ailleurs, ces formats-là, vous avez pas mal l'habitude de les regarder, ça dépend desquels. Il y en a qui sont très regardés en replay, d'autres qui le sont un peu moins, et généralement, les présentations de jeux, bizarrement, c'est très regardé en replay. D'accord, oui, ce sont ceux, évidemment, qui font un peu de vue, puis... C'est le plaisir aussi d'échanger de manière générale sur le monde du jeu dans son ensemble. Alors, on a Fanette qui n'est pas resté, qui regardera l'émission en replay, nous dit-elle. Nous avons Plexis, Super Stylaise, Patrice Pilet qui est là, Crocotam, Dingo Loops, évidemment, Gatsby. Merci à tous de nous accompagner tous les matins. Ombrella, Marmikwan, Nerol, Farmikwan qui est beaucoup en live le matin. Attends, on va lâcher. Est-ce que tu seras en live, Farmikwan, ce matin? Est-ce qu'on aura l'occasion de t'envoyer un raid juste derrière? Bim. Ah bah, à vous deux. Ce sera un petit raid du coup, parce que nous, oui, t'as raison, je viens de me rappeler. Il y a un petit truc un peu spécial ce matin. Particularité, ce matin, on fait la matinale, et puis on va éteindre un petit peu quand même le temps d'installer. Bah du coup, voilà, il fait pas de matinale, il fait pas de live le mercredi matin, donc tu n'auras pas de raid, et ça tombe bien, puisque juste après, on va enchaîner avec Andromeda's Edge. Il est là. Ça, c'est le programme de cette matinée. Il se trouve, alors au départ, tu m'avais dit, il sort ce vendredi, finalement, c'est pas ce vendredi. Non, en fait, notre cher et tendre distributeur l'a reçu trop tardivement pour que ça puisse sortir vendredi, puisqu'il l'a reçu grosso modo en début de semaine, donc lundi ou mardi. Boulot, en fait, Et donc il y a un vrai travail de déconditionnement, reconditionnement, réorientation dans les circuits, etc. Donc non, c'est trop chaud pour le faire le 27, donc ce sera la semaine d'après, le 4 juillet. Le 4 juillet, donc on a un tout petit peu plus de temps, mais quand même, la période est un petit peu encombrée pour nous, donc ce qu'on va faire, on l'a fait sur le Sablier d'Or, donc on peut le faire là, à la petite différence que je ne l'ai pas préparé avant, mais on va vous présenter le jeu en live. Donc vous pourrez rester ce matin, nous regarder jouer, nous faire des commentaires. On va vous le présenter en live, ce qui fait que la vidéo sera disponible tout de suite pour ceux qui veulent la regarder sur Twitch. Moi, je vais sans doute un tout petit peu recouper, faire un tout petit travail quand même. Vous allez pouvoir assister à l'enregistrement d'une vidéo, on explique et on joue. Derrière, il est possible que je le retravaille un peu parce que j'ai jusqu'au 4 juillet quand même pour le mettre en ligne. Mais puis t'as d'autres choses à faire, donc fais. Voilà, vous aurez eu la primeur et ça sera enregistré dans ce studio, pas dans le studio du chalet, donc c'est pas tout à fait les mêmês conditions, mais ça sera pas mal quand même. Et puis surtout, vous aurez une bonne idée de ce qu'est le jeu. On verra si on fait la partie complète, on n'est pas sûr. Parce que t'as un train quand même relativement tôt. Donc, derrière, ça repart. Voilà, tout à fait. C'est particulier, mais moi en même temps, ça tombe bien, parce que c'est des questions. Je me posais les questions de pouvoir tourner aussi parfois dans les conditions du direct. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas de réalisateur comme à la grande époque de Trick Track où vous aviez un réalisateur pour changer les plans. Donc là, on n'aura pas cette même dynamique, mais je vais enregistrer les flux sur carte mémoire et je pourrais de toute façon toucher un peu. De toute façon, le temps que je gère les règles et tout ça, on a le temps de faire des changements. Non, mais tout va bien se passer. C'est trop bien.
Nous avons Rachel qui nous dit « Ça m'a donné des sueurs froides. » Oui, je veux bien te croire. Merci Rachel. Mais non, mais tout va bien, les gens l'auront, puis là, on est à une semaine près. Hein. Oui, tout à fait. Fais-moi un mot d'excuse et je viens. Tu sais réaliser, Brenda? Parce que, attends, c'est si un métier. Ça se trouve, hein. c'est ce qui se dit, là. Oui, mais non, j'ai pas d'espace de réalisation de toute façon. Ouais. Alors, le problème, nous, c'est pas des gens pour réaliser, on peut en avoir plein. Hein. Des gens pour monter, on peut en avoir plein. Il y a plein de gens qui ont envie de bosser aussi parfois avec nous. Le problème, c'est d'avoir de quoi les payer, parce qu'on aime bien payer les gens. Je vous avoue que sur un monde de jeu, c'est notre critère. On essaye de ne pas être dans un monde complètement amateur, donc complètement professionnel, de ce fait. Et un casse-tête, quand même, de pouvoir y parvenir, mais on est content de ce qu'on fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que quand je viens, on discute de tout ça. Ouais, on dit que c'est un casse-tête et on dit qu'on est là, content. Comme ci, comme ça, on pourrait essayer ça. Et j'aime bien parce que ça fait une vraie discussion très ouverte, qui évolue aussi avec le temps, qui évolue aussi en fonction de comment le monde du jeu évolue aussi. Mais en même temps, toujours en gardant, c'est ce que tu dis. Moi, j'arrive et puis je fais, c'est pas toujours facile, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Mais il y a toujours la patate, allez, on y va, on enregistre. Donc, c'est cool. Attends, c'est pas mon métier de base. Moi, je suis dessinateur, je gagne ma vie en tant que dessinateur. Donc, en fait, tout ce milieu du monde du jeu, c'est une sacrée récréation qui prend beaucoup de temps, mais c'est aussi quelque chose que je peux arrêter du jour au lendemain. On pourrait tout à fait dire non, mais ça suffit, en fait, c'est lourd, je vais faire autre chose. Je suis dessinateur. C'est ça, d'accord. Puis, sans doute qu'à ma retraite, je serais juste dessinateur, je continuerai. Mais je pourrais décider que, allez, je fais ma retraite du monde du jeu maintenant, et puis voilà. Tu pourrais En ce qui me concerne, moi, oui. D'accord. Après, bon, il y a tout ce qu'on a construit autour, là où on se dit attention quand même. C'est ça. Mais oui, si je m'arrête complètement, forcément, j'ai plus de revenus autour du dessin, nécessairement, parce qu'il y a plein de choses que je fais pas. Donc oui, je pourrais. C'est aussi parce que c'est incroyablement agréable de faire, de présenter des jeux, d'en parler avec vous, de les échanger. Et je suis pas payé sur un monde de jeux, donc je me paye pas. Donc clairement, financièrement, je peux faire autre chose. Je comprends. Et c'est important de vous le dire aussi, vous qui suivez. Si on le fait, c'est par passion, par plaisir, par goût, par envie de partager. Et ça ne nous empêche pas d'essayer d'être le plus professionnel possible, parce que c'est un métier quand même. Par contre, c'est le métier d'Aline. C'est ça peut-être le petit problème supplémentaire. C'est vrai. Ça a bougé. On va parler de Borealis, on va commencer par ça. Alors, le programme Borealis, les nouveautés, il y en a pas mal à côté. On fait un j'aime pas, là, sur la fin, on a une petite rubrique. Juste avant aussi, j'ai vu passer on m'a dit qu'il y avait eu des histoires autour de la critique. Je te donnerai la parole là-dessus, peut-être en fin d'émission, si tu veux. Avec plaisir. J'avoue que j'ai rien vu du tout, moi, donc je suis pas au courant. Je te résume. On parlera de ça juste après également, parce que vous êtes peut-être quelques-uns à vous dire tiens, ça serait bien qu'on parle de ça, on a vu ça sur les réseaux. La critique, c'est l'éternel sujet qui peut être débattu pendant des années et recontinuer. Parfois, ça reboucle un petit peu. J'ai l'impression qu'avec le temps, je finis par voir revenir par vague des éléments autour de cette critique. Il n'empêche que, oui, j'ai essayé d'en extraire une réflexion que j'espère construite. Alors après, c'est vrai qu'une réflexion, ça veut dire plusieurs étapes. Ouais, puis ça se construit à plusieurs aussi, des fois. Donc ça évolue. Tout à fait, ça évolue. Et parfois, si les étapes sont un petit peu trop condensées ou généralisées, ça donne un gros trait et qui, là, pour le coup, peut paraître un peu... c'est quoi cette histoire il a pété un câble, Guillaume, alors que, en tout cas je l'espère, il y a vraiment, j'aime beaucoup cette idée de contrat social, donc je redéveloppe ça, je fais ça. On en reparle sur la fin de l'émission, tu me renseigneras aussi, parce que on a parlé un tout petit peu hier, mais en fait moi j'ai pas vu tous les messages. Brenda dit je l'ai vu sur les réseaux, moi j'ai pas vu tout ça. Je suis à côté de la plaque en ce moment. Par contre, je vois les conséquences des trucs. C'est ça qui est rigolo. On revient dessus. On va parler jeux juste avant. Rachel nous dit « Je veux que Martin joue à ce jeu, est une tuerie, il va s'y régaler. » T'as bien vu, Rachel, on s'est vraiment bien amusé hier parce que nous, on interprète les jeux auxquels on joue. On y a joué avec Joseph. On l'a attiré jusqu'à nous, c'était très chouette. C'était trop bien. Vous découvrirez ça bientôt sur la chaîne. Umbrella m'a écouté le podcast. Je l'ai pas écouté, c'est surtout ça le problème. Le faut tout écouter, à mon avis, est important. C'est pour ça que je parlais de plusieurs étapes. Mais on en reparle après. Allez, hop. C'est parti, Borealis. Alors, Borealis, c'est le jeu qui va sortir, pas maintenant, 2026. Et pourtant, vous en parlez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, c'est un jeu du studio Lucky Duck Game, de Dariusz Mindur en interne, développé en interne. Et donc, c'est un jeu de constitution de tableau, on pourrait dire quand même, ou plutôt de set de collection, avec un petit twist, entre guillemets, dans le fait de jouer les cartes
en combo, alors pas en combo, pardon, en quoi? En escalier, en chaînage, voilà, en chaînage. Parce que je joue une carte pour prendre en photo un animal du continent arctique, mes spécialistes vont de fait se déplacer, et puisque maintenant ils sont ailleurs, il faut que j'ai préparé les photos avec les bonnes couleurs pour pouvoir continuer en cascade, voilà, en cascade, de prendre les photos. Et on ne fait pas un financement participatif parce que ce n'est pas un jeu qui s'y prête, entre guillemets. Et c'est un jeu qui sortira quoi qu'il arrive. Oui, il sort, il est prévu dans sa version anglaise fin d'année 2025 et premier trimestre 2026, peut-être aux alentours de Cannes, peut-être un petit peu avant. Et donc, du coup, ça permet d'anticiper. Et là, il y a une précommande qui va démarrer donc le 26, demain par rapport à l'heure de l'enregistrement de cette émission en live. Et cette précommande, ce n'est pas complètement un financement participatif parce que, il n'y a pas de palier de financement, mais par contre, pour remercier, parce que ça nous permet, nous, de voir quel est l'appel, l'intérêt qu'il y a autour du titre par rapport à cette précommande, eh bien, il y a un pack promotionnel avec du matériel amélioré, des cartes supplémentaires, qui est offert pendant cette partie de précommande. Donc, on n'est vraiment pas dans un objectif de palier, de débloquer des choses. Et puis le jeu sera en boutique. Le jeu sera en boutique, bien sûr. Et ô combien. Et puis avec... parce qu'en fait, on a vu plein de solutions de format. C'est vrai qu'on en parle un peu tous les jours, des solutions différentes de positionnement. Là, on n'est pas sur du jeu expert. On est sur un jeu qui est même familial, j'ai envie de dire. Qui est assez familial. Familial plus initié. C'est catégorie initiée. La façon d'y jouer est familiale, parce que pour pouvoir poser une carte animale, prendre la photo sur un lieu, il faut que j'ai les deux couleurs, c'est-à-dire les deux spécialistes scientifiques de l'animal, et une fois que la photo est prise, le spécialiste ici va partir de ce côté-là, c'est la flèche qui l'indique, et l'autre spécialiste va partir de ce côté-là. Donc pour pouvoir enchaîner les photos ici, il faut que j'ai préparé avec le rose pastel et puis l'autre couleur, bref, donc ça c'est assez familial. Par contre, c'est ce dont on s'est rendu compte hier, quand tu l'as découvert, c'est que jouer l'ensemble des cascades et en même temps les pistes d'exploration avec les moyens de locomotion, là effectivement ça demande de l'anticipation. Donc on peut y jouer un peu facile, mais on prend le risque de devoir très souvent regrouper, et on peut essayer d'optimiser, c'est en ce sens-là où il est un peu plus initié. On a joué hier. Alors nous, on fait des vidéos de présentation au chalet qui sont financées aussi par l'éditeur, parce qu'on ne pourrait pas le faire tout simplement. Vous imaginez le temps que ça nous prend, ne serait-ce qu'en temps de travail. Donc on a besoin aussi de le faire main dans la main avec les éditeurs qui participent au financement de ces émissions. Les matinales, par contre, elles sont enregistrées en live. Et elles sont gratuites pour les éditeurs, pour les distributeurs. On dit ce qu'on veut. De ce fait, dans les présentations, on ne donne pas nos avis. À la fin, on joue, on met de l'enthousiasme et tout ça, mais on ne donne pas. Ça finit pas par une critique. C'est ça, c'est plus informatif qu'une critique. Parce que, en fait, je dis ça parce que j'ai vu un ou deux commentaires avant. C'est facile, vous venez sur une chaîne où les gens ne donnent pas leur avis, puis vous les payez, c'est plus simple. C'est facile de dire ça. On se fait attaquer par rebond, tu sais, sur des trucs. Je pense qu'il y a des histoires derrière tout ça, mais je ne sais pas pourquoi on se prend des scuds comme ça. Non, et là, ici, cette matinale, je l'ai fait, je t'invite. C'est pas dans le contrat. C'est nous qui l'organisons, et je peux donner mon avis. J'ai adoré ce jeu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai très envie d'y rejouer. Alors, il va falloir qu'on attende 2026, mais j'ai vraiment hâte de refaire des parties de ce jeu-là. On aura les premières boîtes, à mon avis, un peu avant. Extrêmement simple. Et derrière, tu sais, parfois on nous montre des jeux très simples, on se dit oh oui, on veut toucher le très grand public, mais derrière il y a un petit casse-tête. C'est ça. J'ai fumé parce que sur les premiers, le cerveau a fumé parce que sur les premières cartes que tu joues, tu essaies de faire le coup parfait et tu y arrives. Et puis au bout de 3-4 cartes, au bout d'un moment, je me dis mais je vais ralentir le jeu, à trop réfléchir là. Donc on était en vidéo, je les ai prises. Il y a manière à mettre du délai de réflexion dans ce jeu, et ça j'aime bien moi. Dans un jeu comme ça, en disant c'est laquelle que je veux parce que je vais faire ça, je vais faire ce coup puis ce coup. T'es en train de réfléchir à 2-3 coups à l'avance. Non, c'est très subtil comme jeu. Je pense que ça va cartonner, franchement. Écoute, on l'espère. L'avantage aussi, c'est que là, ça permet de présenter aussi les talents du studio Lucky Duck Game en termes de signature, de proto, de développement et d'accomplissement d'un projet qui va jusqu'au bout. C'est vrai que quand on l'a vu dans sa version prototypale, on s'est dit où est-ce qu'il va se placer. Est-ce qu'il est suffisamment initié pour que ceux qui nous regardent ici aujourd'hui
s'intéresse au jeu? Est-ce qu'il est suffisamment familial pour être... Quand j'ai vu le matos, tu vois, je me suis dit ça ressemble un peu au voyage de Darwin. C'est ça, hein, sur les traces de Darwin. Dans le terme de matos, parce qu'il y a des animaux, ce genre de choses, mais du petit plateau, ok, chacun a son petit plateau comme ça. Ça, on dirait un matériel qui fait penser, il y a des petits personnages en bois, c'est sympathique comme tout, mais derrière, en termes de réflexion, c'est pas du tout la même catégorie, hein. On est sur une autre catégorie, on est sur un jeu qui va plutôt se rapprocher de comment peut-être de ce jeu qui était sorti dans la deuxième boîte de... Pardon, c'est Century, je cherche Century. Ah, Century, Golem Edition. Ouais, Golem, où tu as quand même celui-là, ou alors It's a Wonderful World. On est plutôt dans ces catégories-là de jeux dans lesquels tu vas vraiment beaucoup réfléchir à comment je m'organise. Pour optimiser. Parce que il y a quand même... c'est pas si accessible que ça en termes de réflexion. Alors c'est là où c'est surprenant. Tu peux jouer sans réfléchir. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire, et c'est ce qui permet de... Enfin, c'est ce qui nous mettait un tout petit peu de doute quant à la position de ce jeu, à qui est-ce qu'on en parle, à qui est-ce qu'on le propose d'abord et tout, parce qu'on s'est dit, regarde, les animaux ils sont tout mimi, on va dire c'est un petit peu facile, il y a juste à déplacer les personnages, donc ça va être du familial. On a pris des tons pastels exprès en disant, c'est pareil, c'est très doux, très soft et tout, donc est-ce que les joueurs et joueuses vont dire, oui, mais c'est donc pas forcément pour nous. Et en fait, quand tu regardes la mécanique, si tu veux l'optimiser, c'est ce que tu dis, ça fait fumer le cerveau. Donc, on a toujours peur quand un jeu est un peu entre deux, que les uns disent c'est trop ci, et les autres disent c'est trop ça, et que finalement ça ne soit pour personne. C'est un jeu qui est un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, il a cette difficulté de se placer aussi. Donc, mais il peut plaire aux deux chaises. Les deux personnes qui sont assises dessus vont peut-être trouver ça chouette. D'où le positionnement, pas financement participatif, mais précommande, en disant... Qu'est-ce que ça vous... Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce que vous le sentez? C'est un jeu de Dariush Mindur, on nous demande le nom de l'auteur sur le chat, parce que moi je suis plutôt un amateur de jeux où j'ai besoin de réfléchir dans un jeu. Si je réfléchis pas du tout, des traces de Darwin finalement c'est presque une exception, parce que j'ai pris plaisir à y jouer et on réfléchit pas énorme quand même, hein. C'est vraiment tu prends ce qui optimises, ce qui colle le mieux au moment où c'est autour, où le bateau te dit c'est cela. C'est plutôt une petite optimisation par rapport à deux choix, grosso modo, deux ou trois, puis là quand même ta matière à faire travailler le cerveau. Et donc, moi, j'ai du plaisir. Mon plaisir vient d'avoir réfléchi. Je comprends complètement. Donc voilà, Borealis. Et comme tu le disais, ça nous permet aussi d'essayer, d'explorer de nouvelles façons d'envisager comment est-ce qu'on apporte un jeu auprès de son public cible, comment est-ce qu'on en parle, parce que les choses bougent, c'est ce que tu disais, les éléments bougent, on sent que le financement participatif s'épuise un peu, ou en tout cas passe dans une nouvelle phase de son utilisation. Il y a eu tout un moment où c'était la découverte, je trouve qu'il y a eu tout un moment où ça a été, c'est un formidable faisceau d'exposition, c'est-à-dire que ça permet de déclencher des passions, ça permet d'avoir un achat un peu impulsif en disant puis on a déclenché ça, et puis ça, et donc du coup ça monte, puis ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend, donc de vivre des choses quand on participait à ça. Là maintenant on commence à y être un peu plus habitué, et puis il y a eu des éléments plus déceptifs qui amènent du coup un peu de méfiance, c'est-à-dire qu'il y a moins de confiance, donc faut repartir sur d'autres éléments, y compris pour Lucky Duck Games, qui a des financements participatifs à livrer. Donc là, on va en parler, ça va être le cas pour Distant Skies, ça va être le cas pour Thunder Road Vendetta, ça va être le cas pour The Dark Quarter. Donc voilà, les choses vont permettre de, je sais pas comment le dire, de cleaner, de dire c'est bon, tout ce qui a été fait a été réalisé, on peut maintenant essayer aussi d'autres façons de parler des jeux. Voilà. On va parler des jeux un petit peu différemment. C'est une phase de précommande, c'est un jeu qui va avoir une vraie vie en boutique, ça me paraît évident. En tout cas, ça serait dommage que ce ne soit pas le cas. C'est surtout une création, Lucky Duck Games. Donc le Lucky Duck Games est toujours passé par des financements participatifs. Là, finalement, c'est un peu un petit changement de cap, puisque c'est juste une précommande. Et l'arrivée du jeu est de toute façon prévue. Tout à fait. Fin 2025. C'est vraiment le jeu, je pense, que les boutiques auront plaisir à conseiller, à mettre en avant, à présenter. On devrait le voir. Borealis. Et voilà. Début 2026, donc, de ce fait, la vraie sortie du jeu. Flo de Fantasy Game nous dit: le monde du jeu était passionnant de changement, d'évolution, aucun acquis, que de plaisir à vivre tout ça.
Effectivement, qui vient de sortir l'excellent El Burro. Je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Eh ben, tu fais bien. C'est mon côté. Vous connaissez mon côté très influenceur. Là, il s'exprime incroyablement. Il a dit, c'est lui qui l'a dit, et personne ne l'a payé pour le dire non plus. Non, mais ça, c'est pas. Bon, ça, c'est rigolo plus qu'autre chose. Ouais. On a d'autres jeux qui vont, là, par contre, sortir. Alors, on va commencer par le premier, dont on parle juste après, Andromeda's Edge, qui est juste là. Parce que celui-ci, normalement, c'était cette semaine. Finalement, c'est la semaine prochaine. Il est là. C'est la grosse boîte d'Andromeda's Edge. On a parlé d'une mécanique qui était assez proche, puisqu'il s'agissait également d'un jeu de Luc et Maximus Lowry. C'était que Luc Lowry, non, le premier. Il y avait déjà les deux. Sur Dwelling of Eldervale. Très bonne question. Est-ce qu'il y avait déjà les deux? Je crois pas. Je crois qu'il y a Luc Lowry. Et qu'ils ont retravaillé du coup à deux sur. C'est pour ça aussi, il y a toute une histoire autour de ce Eldervale, Dwelling of Eldervale. Il y a plein de choses à raconter. Vous aviez fait un financement finalement qui n'a pas abouti. Vous avez fait des vidéos qui n'ont finalement, vous n'avez pas acheté des jeux à partir de ces vidéos. Peut-être on vous a créé des envies, mais tout va bien parce qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, Andromeda's Edge, qui reprend pas mal de mécaniques de ce premier jeu. On cite quand même l'illustrateur, le frère de José, c'est Sergio Chavez. C'est ça, celui que l'on connaît très bien du côté de chez Asmodée. Salut José. Et donc oui, beaucoup de choses à dire parce que V2, oui, il y a une évolution des règles et du tempo du jeu autour de Dwelling of Eldervale qui est passé à Andromeda's Edge. Mais pas que, changement aussi d'ambiance. On est passé d'un médiéval fantastique à un futuriste SF. Par contre, l'expression, on vient d'en parler, donc je me permets de faire très vite, c'était un financement participatif, il n'a pas été financé suffisamment vite. Et donc du coup on se dit ok, ça veut dire il a été interrompu en fait très vite. Il a été interrompu très vite parce que vous savez très vite qu'en fait vous allez décevoir des gens si vous le laissez en ligne. C'est ça, et le faire dans des proportions qui demanderaient donc une énergie et des moyens non proportionnés par rapport à la quantité, ce qui peut arriver et ce qui normalement est un engagement quand tu fais une campagne. Ça veut dire que campagne de financement participatif, tu fixes un montant, tu fixes une quantité donc qui va généralement avec, ça t'engage si tu vas. Donc si tu dis très bien, on est arrivé au montant et puis finalement ça fait 500 boîtes, et ben tu sais que tu engages toute une équipe éditoriale etc. avec ça pour 500 boîtes. Si tu sais aussi que si tu demandais un équivalent pour 2500 boîtes, un print plus on va dire conséquent, peut-être que 2500 ça apparaît comme un sommet un petit peu trop haut au moment du financement et du coup ça n'engage pas forcément le nombre de tout un équilibre à trouver, c'est pas simple de construire un financement participatif. Ça a frustré des gens, parce que, et moi j'ai pensé aussi à Guillaume Pouillès qui avait beaucoup travaillé sur le financement participatif, qui l'a préparé, qui a lancé, qui a contacté toutes les personnes pour créer des vidéos, qui les a surveillées, enfin un énorme boulot de préparation. On se rend bien compte de ce que c'est humainement chez un éditeur de préparer un financement participatif. Le jeu est lancé et au bout de 3 jours on arrête. C'est ça. On dit non, on n'y arrivera pas parce que le démarrage n'est pas assez fort, et tous ceux qui ont travaillé dessus, certains qui n'avaient pas encore diffusé leurs vidéos, tu sais, sur lesquelles ils avaient travaillé, un truc de fou. qui ont été aussi de toute façon bien gérés par l'équipe de Lucky the Game, c'est pas la question, mais c'est l'impression de se dire mais du coup nous on n'a pas pu guider vers ce jeu, parce que dans l'ensemble il faut quand même dire que tous ceux qui ont participé à cet élan ont bien aimé le jeu, donc avaient envie de le défendre. Mais c'est en ce sens-là où alors voilà, ça montre aussi que quand on le sent pas, quand l'énergie demandée pour une entreprise comme Lucky the Games, ce serait trop par rapport aux résultats potentiels, et ben non, c'est vrai que voilà, on ne plaisante pas. Quand je dis on ne plaisante pas, c'est une réalité que de présenter un jeu en financement participatif et en se disant c'est votre réaction qui va faire qu'il existe ou non. C'est-à-dire qu'il y a des éléments forts qui font que peut-être que non, et c'est pas oui on fait semblant de le mettre sur financement participatif pour faire de la pub, mais en fait on sait très bien qu'on va y aller. C'est donc pour ça que pour un Borealis, c'est pas le cas. Borealis, on l'emmène, c'est certain, mais on a besoin de votre première réaction. Il n'y a pas besoin d'une participation pour dire ça va exister. Tu vois, c'est. Enfin bon, voilà. Enfin, il y a un aspect économique, évidemment. On a besoin de votre première réaction. Oui, en partie, mais c'est aussi on le vend le jeu. Oui, bien sûr. Cet aspect-là rentre en compte, c'est certain, c'est très vrai. Je le pose derrière nous, donc voilà, Andromeda's Edge, ça revient, c'est la suite, et certains disent que c'est la version plus aboutie de Dwellings of Eldervale, donc là-dessus on est aussi content, parce qu'on là, par contre, le jeu
il sera en boutique, il n'y a pas de problème, puisqu'il arrive la semaine prochaine. La boîte est pleine. Et on l'a vu hier, on l'a dépunché ensemble. Waouh. Le temps de tout mettre, et tu fais, ça referme pile poil. Je le pose là, juste derrière nous. Hop. Restez en ligne, on y joue juste après. Oh, yes. Et donc pour ceux qui regarderaient cette matinale qui se demandent où on verra parce que je suis pas sûr de la rediffuser tout de suite par contre, tu vois, peut-être que je vais la retoucher un petit peu, elle sera sur Twitch, faites un petit tour sur Twitch, abonnez-vous par la même occasion, comme ça vous êtes avertis et puis activez les notifications pour être avertis de quand on fait un live tout simplement. Elle est déjà, donc cette vidéo elle sera déjà très vite en ligne sur Twitch, par contre sur YouTube peut-être je mettrai quelques jours. Parce que déjà, il y a Borealis qui est l'urgence de montage. Je vais commencer par ça. Plutôt. Avec plaisir, Martin. Mais puis surtout, fais en sorte que ce soit agréable à vivre et pas sous pression. Mais j'aime bien vivre. On continue avec d'autres jeux que tu nous as ramenés. Alors, le Distant Skies, je ne l'ai pas ramené, mais il va y avoir... Distant Skies, on le montre quand même là tout de suite il arrive. Il arrive, c'est parce qu'en fait, il va, là c'est pareil, être livré au Pledger. Il y a la Deluxe, pour Andromeda's Edge, oui, bien sûr, il y a la Deluxe qui sera disponible, le pack Deluxe est disponible sur le site Lucky Duck Games. Là, c'est la version retail, la version boutique. Sleeping Gods Distant Skies va être livré au Pledger en premier lieu, ce qui est normal, enfin en tout cas c'est un engagement aussi que Lucky Duck a pris. Donc ça on en avait parlé effectivement, on avait fait une vidéo je crois sur ce jeu, je m'étais amusé, peut-être que ça fait partie des jeux où je m'étais amusé à faire du dessin à l'intérieur de la vidéo, c'est possible, je me rappelle plus très bien, je les mélange au bout d'un moment, parce qu'on a eu toute une série de jeux de Ryan Locat dans son univers riche et foisonnant, et le Distant Sky c'est la petite extension, alors standalone extension, elle se joue toute seule aussi. Alors c'est même plus que ça, c'est qu'il y a encore des améliorations là aussi mécanique en termes de jeu narratif et d'exploration. L'espace d'exploration par rapport à Sleeping Gods est encore plus grand. Là, il y a même un avion qui permet de passer de région en région. Le travail sur la bataille contre les boss ou les grands ennemis a été revu aussi pour un peu plus de dynamisme. Et c'est surtout qu'il est accompagné... Donc là, c'est vraiment jeu en campagne. Plus de 12 heures de campagne. Donc grosse boîte, gros matos, qui correspond à une version aussi là deluxifiée également et qui est directement en boutique en l'état. Et en septembre, il sera accompagné de la Prime Valpéril, et Prime Valpéril c'est la version d'initiation. Tu as raison, j'ai confondu les deux boîtes. Ok. Ouais. Bien sûr, merci de Non, mais je t'en prie. Donc ça permet à 1 à 2 joueurs, ou même à 3 ou 4, puisque les règles sont prévues dans la boîte. Prime Valpéril, vous faites votre campagne narrative avec les règles de Distant Sky Sleeping God en grosso modo 2 heures. Et la boîte n'est même pas périmée, puisque tu peux refaire la campagne et prendre d'autres bras de rivière que tu n'as pas explorés. Donc du coup, on aurait adoré, c'est moi Guillaume Gigleux, j'aurais adoré qu'on puisse sortir le Prime Valpéril en premier et dire allez-y, essayez, et si ça vous plaît, regardez, il y a le Sleeping God Distant Sky maxi format. Il s'avère que par le truchement des bateaux, des fins de production, etc., c'est Sleeping Gods Distant Skies, et il n'y a pas de raison de faire attendre ceux qui ont pledgé, qui sera livré avec le Prime Valpéril en premier. Et puis ensuite, le reste de la production arrivera. Donc du coup, Distant Skies va sortir sur ce fin juin, début juillet, et Prime Valpéril arrivera à la rentrée. Voilà. Et c'est des jeux qui sont fascinants toujours avec cet univers incroyable qu'a créé Ryan Locat. Il fait tout. Il fait les illustrations, le scénario, les personnages, la suite. C'est assez impressionnant d'un point de vue créatif. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. On continue avec ce jeu est une tuerie. Alors, il sort quand, celui-ci? Alors, celui-ci... Attends, je le montre là, ici, là, comme ça, directement. Petite boîte pour que vous voyez le volume de cette boîte. On a une couverture qui vous montre... Alors, le titre, quand même, révèle le fait que c'est plutôt un jeu d'ambiance. Ce jeu est une tuerie, vous vous doutez que, bon... On n'est pas sur du jeu expert, mais en même temps, c'est sombre, un jeu d'ambiance sombre. Sombre, hein. Ça reprend, heureusement, on voit de suite la tête de notre invité, on voit aussi le sous-titre Alien à bord, et donc on a ce petit playmat qui va nous permettre de déployer le Ganymède, et du coup, il y a une alerte d'intrusion. T'as vérifié? C'était un satellite de quelle planète, Ganymède? Il me semble que c'est un satellite, je ne suis pas sûr à 100%, mais... Je suis sûr que dans le chat, ils vont nous le dire. C'est parce que les gens du chat sont beaucoup plus intelligents que nous.
Ganymède, on le connaît par cœur, le nom de cette planète, on l'a déjà lu des tonnes de fois. Non, je crois que c'est... Alors, je sais plus. Dans la bande dessinée de Léo, Bételgeuse, le deuxième volume, je crois que c'est Ganymède, non? C'est pas possible? Alors, il y a Aldébaran, puis Bételgeuse. Ah oui, non, t'as raison, il n'y a pas de Ganymède dedans. Mais il se passe peut-être quelque chose sur un Ganymède. Non, mais il me semble que c'est une... Bon, voilà. Merci le chat. On en a parlé hier, après on n'a pas vérifié. C'est ma faute. Et donc, on joue les humains de ce NSS Ganymède qui voit débarquer une forme de vie extraterrestre. Saturne. Merci, Nérolf. Merci. Et donc, du coup, il va falloir survivre et où s'arranger pour l'emporter d'une façon ou d'une autre. Normalement, c'est une chasse à l'homme, pas chasse à l'homme, mais chasse à l'alien. On joue tous ensemble. Il n'y a pas de rôle caché à proprement parler. Il y a juste des cartes que l'on va jouer une fois pour la cachette. Donc c'est en haut, on se cache dans la passerelle, et une fois pour l'action que l'on réalise, donc 2 cartes, il y a juste à chaque tour une petite combinaison à trouver, mais en fonction de ce que font les autres, il y a un ordre de tour, et bien sûr, certaines cartes vont venir amener un peu de chaos là-dedans. Donc une chasse à l'alien qui donne des moments... Je sais pas si on peut dire scénographique, mais en tout cas, il y a des moments où tu fais mais si c'était tourné dans un film, ça serait énorme. On s'est marré hier, on a fait une partie, on s'est bien amusé ensemble, et c'est vrai que moi, je suis assez client de ce genre de jeu. D'une certaine manière, ça me fait penser, comment le qualifier? Il y a un petit côté un peu de love letter, tu tires une carte, tu appliques ce qui est marqué dessus, quoi. Il y a ce côté-là. C'est malin, parce que tu choisis l'ordre dans lequel tu joues tes cartes, soit pour le lieu, soit pour l'action. Et puis en même temps, il y a un petit côté qui fait penser à qu'est-ce que je cherche là? J'étais en train de chercher un autre jeu, il vient de se barrer. Mon cerveau, il est parti. Je l'ai vu dans tes yeux. Oui, moi je me suis dit, mince, j'avais commencé une phrase avec je cherchais autre chose que Love Letter en réalité, parce que ça m'est revenu. Ce jeu qui est sorti chez Gigamic qui s'appelle Galerapagos, parce que vous jouez avec les personnes, et je pense que c'est pour ceux qui le connaissent, c'est une bonne façon d'en parler aussi, pour insister sur le fait que l'ambiance autour de la table dépend de vous. Si vous jouez ce genre de jeu, arrêtez. C'est-à-dire en vous en fichant, en lisant votre carte, moi je suis dans cette pièce, ok, qui est mort? Voilà, tour suivant. C'est pas terrible ce jeu quand même, vous allez avoir une sensation de... Voilà, on m'a vendu un truc, c'est pas terrible. Par contre, si vous êtes acteur, si l'ambiance, il faut avoir conscience en fait, que l'ambiance autour de la table, elle est liée aux joueurs qui sont présents et qu'ils sont acteurs de ce jeu. On vous demande pas de faire le travail, mais simplement de jouer. Je comprends ce que tu veux dire. Mais ça me touche complètement, parce que justement... Vous êtes les pilotes du vaisseau, pas que les passagers. C'est cet aspect contrat social d'un jeu de société. Oui. Je pose cette boîte ici et il ne se passera rien. La boîte en elle-même, et je pourrais dire la même chose d'un jeu un peu plus gestion de ressources, un peu plus euro, il ne se passera rien. Si je l'ouvre et que j'engage 2 mois avec les co-joueurs et co-joueuses, il se passe quelque chose. Mais s'il se passe quelque chose parce que c'est nous qui nous engageons, ça veut dire qu'il se passera autre chose avec d'autres personnes qui s'engagent différemment. Et c'est en ce sens-là où, on en reparlera tout à l'heure, ça a des conséquences sur la façon dont on aborde le jeu. C'est ce que tu dis. On m'a rien dit sur ce jeu est une tuerie. J'ai pas envie de jouer à un jeu d'ambiance. On m'y fait jouer parce qu'il y en a 8, parce que ça peut jouer jusqu'à 10 autour de la table qui veulent y jouer. Je vais influencer la façon dont la partie parce que j'en ai pas envie. Et donc, du coup, il va se passer autre chose. Et c'est pas la faute du jeu. C'est entre guillemets la faute. C'est d'ailleurs pas la faute non plus, mais c'est la responsabilité des joueurs. C'est exactement ce que tu dis. Ouais. Et tu sais que ce genre de jeu, moi j'ai envie d'y jouer avec des caméras. C'est incroyable parce que comme on te demande d'être acteur de jouer la comédie, d'aller un petit peu plus loin que d'habitude, t'as envie aussi que ça soit filmé et que ces moments-là, tu les gardes. Et là, je me revois, tu vois, Pénélope, elle vient cet été au chalet. J'ai envie de dire, allez, on fait ce jeu est une tuerie, on va s'arranger pour t'envoyer dans l'espace. Ça va être marrant. Et partager ça avec ceux qui nous suivent. C'est vraiment un jeu à streamer, c'est super là-dessus. Ouais. Par contre, il faut être quelques-uns autour de la table. On a joué à 4, ça marchait bien à 4. Ça marche bien à 4. Oui, ça fonctionne. Et par ça contre, fonctionne ça doit être fou à 10 joueurs. Et Rachel nous dit, j'ai formé l'équipe commerciale sur ce jeu. Ils ont joué 3 heures d'affilée alors que la partie dure 10 minutes. Donc combien de parties? Excellent. Merci les commerciaux de Néoludis. Ça veut dire 18 parties de suite. Waouh. Non, vraiment, celui-ci, j'ai hâte d'y rejouer et tu m'as frustré. Oui, parce que là, pour l'instant, c'est le seul mock-up. Enfin, j'aime pas quand les gens font ça. Oui, je suis d'accord. Ils nous montrent des jeux, ils repartent avec... Et attention, Martin, c'est ce que vous faites parfois. Je regarde vos vidéos, je fais c'est toujours pas sorti. Bon, alors il faut que j'attende quand pour la voir. Ça me donne envie. Et j'ai hâte d'y rejouer là, franchement.
Voilà. Les deux, la Borealis et celui-ci, m'ont plutôt enthousiasmé. Je vous donne mes avis. Par exemple, je suis moins joueur de Sleeping Gods, moi. Parce que j'accroche moins à l'univers qui est super, mais moi j'y accroche moins. Donc j'hésite pas à vous dire, dans un sens ou dans l'autre, ceux qui me parlent le plus. Et ça m'a beaucoup parlé. On continue avec Critter Kitchen. Alors, celui-ci, vous connaissez l'univers, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler à travers un jeu également édité par Lucky Duck Games un peu plus tôt, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, qui s'appelait Cardboard Alchemy, Flamecraft. Flamecraft, exactement. Alors, l'univers, il est super chouette. C'est très accessible. C'est le premier, en tout cas, était Flamecraft était très accessible. Initiatique, tout à fait. Est-ce que c'était plus simple à jouer qu'un Borealis? J'ai l'impression quand même dans les choix. Oui, alors qu'il y a peut-être plus de règles, assurément plus de règles. Un peu plus de règles. Et beaucoup moins de réflexion, finalement. Ah oui, complètement. Là, c'est vraiment Flamecraft est une véritable initiation. C'est ce que dit Ludic Mum, exactement, autour des nouveaux joueurs. C'est-à-dire que je joue pour aller quelque part. Donc c'est de la pause ouvrier. Je joue pour aller quelque part. Je fais les 1-2 éléments qui sont assez basique, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire effectivement accessible dans la boutique pour améliorer la boutique, récupérer des petits dragons, etc., et marquer des points à la fin de partie. Là, c'est toujours l'illustratrice Sandara Tang, donc c'est en ce sens-là où ça nous fait penser à Flamecraft, parce que c'est chez Cardboard Alchemy, donc on localise le jeu. Et par contre, là c'est l'avis de Guillaume, le niveau est supérieur. Là, tu me parce que du coup c'est un jeu de programmation. Si tu veux, on va retourner là-bas, puisqu'elle permet de voir ce qu'il y a au dos. Parce que Flamecraft, j'ai adoré le présenter, mais j'ai pas beaucoup joué derrière, parce que je ne suis pas le public cible. Exactement. Et encore une fois, parce que les gens disent, on n'est pas critique, on dit jamais ce qu'on pense. J'en profite pour réagir ce matin, parce que ça me fait plaisir de le dire quand même. On le dit, mais on le dit d'une manière qui est peut-être trop subtile pour certains. Le fond, je vous dis les la qui forme, m'intéressent. Le fond et la forme. Si vous ne le comprenez pas, c'est bizarre. Je rejoins Rachou par rapport aussi à ce niveau-là. Ça va demander un petit peu d'anticipation, parce qu'on tient un restaurant, et on a 3 chefs restaurateurs. Une petite chauve-souris, un moyen petit lézard et un costaud. Alors c'est pas un rhinocéros, ça y est, j'ai perdu le nom. Un phacochère. Un phacochère, merci. Et en l'occurrence, on va programmer leur envoi des lieux à chaque tour, parce que dans ces lieux, il y a des ingrédients à récupérer. Donc la programmation, automatiquement, demande de l'anticipation. C'est un petit peu plus joueur. L'avantage, c'est que la suite est un petit peu plus simple. Les ingrédients que je récupère vont me permettre de faire des recettes, et donc de gagner des points de victoire dans des concours de cuisine. Mais tout cela n'a qu'un objectif, préparer un repas final pentagruélique pour un critique gastronomique, et des critiques, il y en a plein, qui ont des goûts personnels face cachée sur lesquels il va falloir un petit peu enquêter. Donc là encore une fois, un peu d'anticipation pour avoir nos 3 étoiles en tant que chef restaurant. Donc c'est un peu un cauchemar en cuisine Top Chef en jeu de société, et ça fonctionne très bien. Avec cet univers qui est quand même très chouette, parce que moi c'est presque ce qui m'avait frustré sur le premier, c'est que j'avais trouvé ça très chouette, mais n'étant pas le public cible, si tu veux, moi j'aime bien réfléchir pas mal sur un jeu de société quand même, je suis pas retourné derrière, et malgré tout quand je vois la boîte, je me dis c'est chouette ce jeu, j'ai envie d'y jouer. Et Rachel nous dit sur le chat, j'ai apprécié mes parties de Critter là où Flamecraft m'avait laissé froide. Je comprends complètement. Alors j'ai pas joué encore, j'ai pas joué à celui-ci, mais vous me donnez très envie de le découvrir et de me mettre à la table pour me lancer dans une partie. On le tourne pas là, tu reviendras pour le tourner. Oui, je reviens. Il est plutôt pour un fin 3e trimestre, début 4e trimestre, donc on est plutôt sur on va dire un septembre-octobre. Quand je dis plutôt, je communique sur des dates, non pas pour vous donner de faux espoirs, c'est juste que j'apprends là aussi à faire attention, parce qu'avec les productions et éventuellement décalage de production, on a repéré une pétouille, on la corrige, ça déclenche 15 jours de décalage, ou finalement ils n'ont pas été chargés sur ce conteneur qui partait, donc finalement il va partir sur le conteneur d'après, donc boum, une semaine de décalage aussi. Donc je fais attention, quand je vous dis plutôt fin 3e trimestre ou début 4e trimestre, ça permet d'avoir une idée, et puis après on lance un des 4 semaines avant, après. Super Nono qui nous demande s'il y aura la version Deluxe en français. Sur Critter Kitchen, sur Critter Kitchen, là encore, on aura des éléments de luxification. Oui, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas d'ailleurs, il nous manque des personnages. Il nous manquait des personnages dans la boîte, puisque quand on reçoit des boîtes de pré-production, la plupart du temps, l'usine envoie les éléments imprimés, donc cartes, plateaux, etc., mais pas les éléments figurines et tout, puisque ce qu'on vérifie en termes d'impression, de vocabulaire, de qualité d'impression et tout, c'est ce qui est imprimé.
Donc voilà, ce jeu-là, il arrivera donc pour l'automne et on aura l'occasion d'y rejouer et de vous le présenter. J'ai hâte parce que j'aime vraiment beaucoup cet univers à l'intérieur. On a d'autres jeux à vous présenter. Juste pour répondre, donc effectivement, il n'y aura pas de deluxe complet. Une fois encore, par rapport à des financements et surtout chez Cardboard Alchemy, il y a beaucoup de propositions et il y a des choses qui sont non disponibles, c'est-à-dire qui étaient KS exclusifs ou pendant la période du KS ou qui ne sont pas couverts par la signature du contrat de localisation. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on ne voulait pas le faire. Parfois c'est un choix et parfois c'est imposé, c'est légal et on ne peut pas proposer cette option. Elle n'existe que dans la version originale ou que dans le lot KS, etc. Alors il ne sera pas dispo à PEL à la vente, mais est-ce que vous le présenterez à PEL? Alors à PEL, je serai disponible sur une des 2 journées. On est en train de discuter avec les personnes qui souhaitent... pour savoir ce qu'on présente. Voilà, pour savoir ce qu'on présente. Il y aura à mon avis pas mal de jeux dans l'espace. Mais j'aurai Critter Kitchen, ça c'est sûr. Je l'emmène à PEL pour le faire découvrir à ceux qui voudraient le faire découvrir. Alors une fois encore, pardon d'avance, pas forcément sur le stand public, mais plus certainement en avant-première. Parce qu'en fait sur le stand... je sais. Le Digma m'a dit déjà génial, merci, puis là elle va te dire je sais, non mais je sais que ça frustre, mais étant donné que c'est pas les meilleures conditions pour le découvrir, je pense que là sur un festival comme ça, jouer à ce jeu est une tuerie, je pense que c'est parfait pour PEL. Là vous allez bien vous éclater, et Borealis très probablement, j'imagine. Borealis, pas sûr. Je ne sais plus si c'est Théo, il faudra que je redemande à Théo s'il sera sur... plus facile, il y a plus de chances qu'il soit à Parthenay, au flip, parce que là pour le coup la durée permet de dire on n'a qu'une seule boîte, mais on sait que pendant X jours ça va permettre donc il y a des décisions aussi de place. Et coucou à Pénélope qui vient de nous rejoindre coucou Pénélope sur le chat. On continue avec lequel? Joking Hazard peut-être, parce que lui il est sorti. Ça c'est tout à fait mon type de jeu. Non mais alors ceci dit, je me suis amusé à faire le... Non, c'est dans l'autre sens, c'est là. C'est vu du dessus. Faut que tu te décides, Guillaume. Parce que là, moi je m'y retrouve pas du tout. Et un jeu de cartes obscène, c'est marqué clairement sur la boîte. Oui. Vous savez à quel point j'aime les jeux obscènes. 18+, hein. 18+. J'envoie des messages subtils sur le chat. Rien de tel qu'un bon... Non. Alors, il y a un public pour ce genre de jeu, je ne le suis pas forcément, mais c'est important de le présenter aussi et de vous dire que ce jeu existe. Il y en a eu plusieurs avec les personnages de Cyanide et Happiness, qui étaient moins obscènes. Moins trash. Dilemme Express, le super trash. Master Dragger, voilà, qui sont des jeux d'ambiance un petit peu cyniques. Voilà. Ça fait partie de la philosophie de Cyanide et Happiness, de bâcher autour de tel ou tel élément. Joking Hazard est le premier. Il n'avait jamais eu une traduction entre guillemets digne de ce nom, voilà, bref, qui pouvait aller par rapport au public francophone. Elle existe maintenant, mais oui, c'est pour faire face à toutes ces situations où dans la société actuelle on est un petit peu contraint, il faut ci, il faut pas ça, faut pas ci. Je peux comprendre en fait d'un point de vue social en fait ce que ça génère et le plaisir que les gens... Alors moi je suis pas du tout choqué par quoi que ce soit de manière générale, donc je vais pas être trop choqué par les thèmes, ça ne me pose aucun problème. Non, tout à fait. À la limite, moi ce qui me tente moins dans ce genre de jeu, parce qu'il y en a des tonnes, on a évidemment parlé des Blancs Manger Coco, Jeu du cul et tout ça, il y en a pas mal de jeux de cette catégorie-là, et j'y vais rarement, soyons francs, on n'en parle pas souvent sur cette chaîne. Ce qui me frustre plus, c'est la mécanique souvent, tu sais, le fait que toi tu ne sois l'auteur de rien, que tu n'aies pas la possibilité de surprendre, parce que des fois c'est dans la surprise que tu crées le rire. Je comprends. Et je suis assez amateur d'humour un peu trash, ça me pose aucun problème, bien au contraire. Mais avec une part plus grande de créativité. D'improvisation, de surprise, de surprendre l'interlocuteur en face. Je comprends. Là c'est le même genre de mécanique où tu fais une proposition de cartes. Tu fais une proposition, tu as plusieurs, ce ne sont que des cartes avec des petits éléments de bande dessinée. Le réalisateur en propose 2 et toi, parmi X cartes dans ta main, tu choisis la conclusion. Sauf que les conclusions sont ensuite toutes mélangées. On les lit et on les découvre les unes après les autres, et le réalisateur du début du comic strip va décider qui est celle qui va l'avoir fait le plus rire, l'avoir plus choqué, mais d'où est-ce que ça sort, qui est-ce qui a dit ça, c'est moi, ah ouais, bah bien joué, tiens, voilà le point. Donc c'est vraiment, une fois encore, et comme ça va très très loin dans les thématiques, ben oui, forcément, il y a possibilité de faire des, oh, non mais attends, mais t'as osé mettre ça, mais qui c'est qui a osé mettre ça? Donc voilà, c'est le jeu qui a osé mettre ça.
C'est le jeu qui a osé ça. Bon voilà, tu m'en veux pas trop de ne pas avoir été d'un grand enthousiasme aucunement, sur ce Martin, jeu. Mais par contre, c'est important évidemment de vous montrer que ce jeu fait partie qu'il y a des joueurs pour ça de toute manière. Et puis je comprends même ce que dit Fantasy Game, c'est-à-dire que par rapport à l'endroit où l'on se place soi-même et par rapport à la façon dont la société évolue, je comprends aussi l'argument qui est de dire « Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se savonner soi-même la pente ou scier la branche pour continuer de provoquer cette forme de cynisme ?» Ça se discute. Faites ce que vous voulez, hein, les gens. C'est pas... Ça se discute. Là-dessus, on vous présente les jeux, et puis si vous sentez le public, vous avez tout à fait le droit. Nous, on a eu quelques exemples. On était sidérés parce qu'avec Aline, au moment où on présentait les jeux de société à des gens qui n'étaient pas forcément très joueurs, dans des milieux de gens qui étaient très cultivés, en face de nous, il y a des personnes qui sortaient, donc à l'époque Blanc Manger Coco, parce que c'était le jeu du moment, en disant « Ah, j'ai découvert ça, c'est drôlement sympa. Et on regardait ces personnages, on se disait « Toi, tu joues à ça ? Non, mais on avait une surprise là-dessus. Et en fait, c'est pas grave. Si ça amuse les gens, s'ils ont des moments de plaisir, il s'est rien passé de mal. C'est plutôt très chouette, en fait, que les gens s'amusent. Moi, ça me choque absolument pas. Je préfère qu'ils extériorisent une part de cynisme, voire même de méchanceté, autour de rien, c'est-à-dire d'un jeu de cartes qui n'a pas d'autres conséquences que on a dit des gros mots et puis machin, etc., que de le verbaliser ailleurs. Donc si ça peut servir d'exutoire... Ces personnes ne sont pas du tout... Voilà, c'est ça. Dans la vie normale, ces personnes n'étaient pas du tout amateurs de gros mots, de quoi que ce soit. Je le suis beaucoup plus, moi, d'une certaine manière, mais... Voilà, c'est comme ça, puis c'est pas grave, et ça existe. Voilà, Joking Hazard sort chez Lucky Duck Games, tout à fait dans la même catégorie. Nous avons les Schtroumpfs. La Schtroumpf, bien Schtroumpfé en cœur. Mais on ne sait pas, parce que comme il remplace tout par Schtroumpf, on ne sait pas que ce sont que des gros mots absolument obscènes. T'imagines? Oui, réécrire. Tu veux pas me Schtroumpfer le Schtroumpf? Et comme il a juste une bêche et puis une brouette, on se dit que c'est pour jardiner son jardin. Mais en fait, non, pas du tout. Relisez les Schtroumpfs, vous allez comprendre des choses auxquelles on ne pensait pas. Donc c'est un jeu dans l'univers des Schtroumpfs que j'adore. Moi, cet univers-là, c'est vraiment une bande dessinée à laquelle je tiens particulièrement. Elle date un peu, mais il y a tellement d'inventions, c'est tellement agréable à lire, tellement de petites aventures. C'est pas le cas de toutes les bandes dessinées, elles n'ont pas toutes aussi bien vieilli. Le chef-d'œuvre de Peyo, qui est cette fois-ci adapté par des auteurs qu'on connaît bien à l'origine, parce qu'ils ont fait la mécanique centrale, et après ça a été développé par l'éditeur qui s'appelle Mastromedia. Ouais. Donc les 4 auteurs, on les connaît, c'est Schtroumpf Grincheux, Schtroumpf Grognon, Schtroumpf Fluo, et puis que la team Kaidama d'avance nous pardonne sur qui est qui, et on ne dira pas d'ailleurs qui est qui. Il m'en manque un, c'est quoi le dernier? Et Schtroumpf Costaud. Schtroumpf Costaud, voilà, exactement. Ouais. J'ai pas dit qu'il y avait Schtroumpf à lunettes parce que c'était toi le Schtroumpf avait dit. C'est un peu moi aussi le Schtroumpf à lunettes parfois, tu sais. Je sais pas quel Schtroumpf je suis, le Schtroumpf lambda. C'est celui de départ qui sert à rien. Le Schtroumpf. J'ai peur d'être le Schtroumpf lambda, tu sais. Le Schtroumpf. Quel Schtroumpf êtes-vous sur le chat? On vous demande, c'est vraiment une question qu'on se pose. Le centième Schtroumpf a eu du mal à être intégré. Je suis Schtroumpf farceur, merci Style, c'est vrai que c'est vrai. Je suis toujours avec mon cadeau à la con. Celui qui te fait les lunettes noires, tu sais. Je crois que c'est ça, malheureusement. Ouais, j'aimerais bien être le Schtroumpf génial, mais non, pas tout à fait. J'en parlais avec la Schtroumpfette, mais dites-nous sur le chat quel Schtroumpf vous êtes. J'ai envie de savoir quel Schtroumpf est Pénélope, notamment. Ah oui, alors d'autant que maintenant, l'univers des Schtroumpfs avec l'autre village des Schtroumpfs, il y a d'ailleurs un film qui sort, un film d'animation qui sort sur les écrans cet été, c'est... Alors, oui, c'est vrai que c'est pour les femmes, pardon, mais alors, l'univers des Schtroumpfs, je sais pas si c'est justement, il s'est féminisé. Assez peu féministe, je sais pas si c'est la question, parce qu'elle est quand même très présente, la Schtroumpfette, mais c'est vrai qu'elles sont pas très nombreuses. Non, c'est ça. Et donc maintenant, du coup, il y a la grande Schtroumpfette, puisque dans le village voisin, le grand Schtroumpf, c'est une Schtroumpfette, donc il y a la grande Schtroumpfette. Un vrai sujet pour les féministes. Je suis en train d'y réfléchir en même temps, pardon. Tu parles et en même temps je réfléchis à autre chose. C'est un vrai sujet, parce que je sais pas comment le prendre, j'ai pas réfléchi plus que ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est en ce sens-là où ça a été développé pour que ça soit modernisé, plus respectueux de cette réalité-là. Tu vois, c'est ça cette question-là. Alors oui, c'est difficile de s'identifier, parce qu'il y a très peu de personnages féminins nulle part, mais est-ce que c'est pas respectueux
tu veux. Ça, c'est une autre question. Parce que la Schtroumpfette, elle n'a pas le mauvais rôle du tout. Pas alors du tout, que les autres, plutôt. Donc, si ce n'est dans l'album de sa création, puisque effectivement, créature de Gargamel, qui est faite avec de l'argile bleue pour pouvoir aller enquiquiner les Schtroumpfs. Mais oui, bah oui. Ouais. Ouais. Oui. Et donc là, on est sur un jeu par contre coopératif à partir de 8 ans, et c'est un Schtroumpf Building et un jeu de Schtroumpf d'ouvriers. Donc il va y avoir de la gestion de ressources en coopératif avec que des cartes Schtroumpf uniques. Dont il va falloir épurer le deck, faire les actions. Le défi standard est assez simple, en tout cas pour des joueurs et joueuses, comme certainement vous l'êtes dans le chat, mais il y a plein de niveaux de difficulté, et il y a vraiment moyen de se tordre le cerveau avec les niveaux les plus difficiles. Ouais, alors c'est un jeu assez familial. Donc ça, c'est les Schtroumpfs. Ouais, les vrais petits Schtroumpfs. Et puis on a il y a les maisons. Les maisons que vous allez pouvoir reconstruire, et hop, il y a le toit. Il y a le toit de la maison champignon. Tu vas obligé de faire cette voix quand tu joues. Hein, oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'étais un peu gamin, regardez, il y a le toit. Et hier, on cherchait qui faisait la voix de Gargamel. Ah oui. Et on n'a pas été encore à vérifier les informations sur Internet. Je ne sais pas si vous l'avez sur le chat, mais on n'a pas retrouvé qui fait la voix de Gargamel. Je me suis dit, c'est une voix à la Gérard Hernandez. Oui, j'aurais voté pour. Ou alors, c'était Balu... Tu cherches le deuxième ? Ouais. Je cherche le deuxième type qui fait pas mal de voix. Je ne sais pas. Pas grave. Balu, comment ? Baldur Gate ? Non, Baldur Gate. Ah, zut, je n'ai pas tous les noms en tête. Hop. Philippe Dumas, nous dit-on. Okay. Ah, ça, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est la voix de Picsou aussi. Ah, excellent. Ah bah tu vois, j'aime bien. Roger Carrel, on nous a dit, mais Roger Carrel, c'est Winnie l'ourson. Roger Carrel, il n'est pas tout à fait la même voix. Il fait beaucoup de voix. Pense. Oh là là, oh la barbe. Automatiquement, t'as vu, ça nous lance. Roger Carrel, il fait énormément de voix. Voilà, merci, et puis on arrive au bout, juste pour, parce que je sais qu'il y a eu des demandes, il sera en français, et normalement avant la fin de l'année... Bloodlines, donc la prochaine extension avec... Jacques Valetin, cherché, merci. Ah, et c'est lui alors Non, c'est pas lui, c'était Philippe Dumas. Ok, d'accord. Et du coup, oui, voilà, la nouvelle extension qui permet d'aller encore plus loin avec les troupes d'élite, les figurines qui vont avec, de nouveaux plateaux et de nouveaux effets, bien évidemment de nouveaux leaders de factions, cartes, etc., etc. Donc Bloodlines, je l'ai juste pris parce que d'une part j'avais la boîte. Ah bah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer les boîtes de Dice Throne X-Men, parce que les X-Men arriveront aussi... Ah, c'est vrai, tu les avais amenés, bah, tant pis. Je les avais amenés. Imaginez-les de vous. Voilà, donc ils arrivent effectivement aussi en français. Donc voilà, tout ça sur cette fin d'année. Voilà. Juste pour le dire, parce que j'ai vu la question, sur le Dice Throne Mission, qui est l'équivalent de Dice Throne Aventure, donc le fait de pouvoir jouer avec ses personnages dans un jeu coopératif différent du jeu d'affrontement Dice Throne. Dice Throne Mission, a priori, malheureusement, ne peut pas tomber à cause de labels de droit par rapport à l'univers Marvel & Co. Donc peut-être qu'il n'existera jamais en français, ça me frustre énormément. Ça me frustre énormément. En tout cas, les X-Men et Deadpool seront là. Juste très rapidement, parce qu'on a d'autres visuels de jeu, on a les Mots-Garous, ça c'est un jeu qui va arriver quand ? Identité secrète, septembre normalement, septembre-octobre à la rentrée, donc un jeu à identité secrète autour d'une mécanique. J'ai pas joué encore, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti en version VG Game. Et là, du coup, maintenant, il est autour d'une question-réponse. Est-ce que le mot secret est un personnage ? Oui. Est-ce que le mot secret est un personnage encore vivant ? Non, etc. Et bien sûr, le loup-garou connaît le mot secret, il va essayer de nous faire planter. La voyante connaît le mot secret, elle va essayer de nous aider. Mais si elles se font repérer l'un ou l'autre, ils risquent de perdre. Enfin bon, voilà. Donc, jeu d'ambiance à rôle secret. Et puis, Cascadia Junior. Cascadia Junior qui a gagné le Grand Prix du jouet. Alors pour nous, joueurs et joueuses du hobby, ça ne parle pas forcément, puisque c'est plutôt un grand prix orienté un peu plus mass market, mais on est vraiment très très content d'avoir reçu le Grand Prix du jouet, parce que ça veut dire que sur cet aspect jeu de société,
pour enfants, là c'est un 6+, Cascadia Junior. J'aurais voulu, je le dis et je le redirai à chaque fois que j'en parle, j'aurais voulu qu'il s'appelle Cascadia Family, tellement il est... plus accessible et plus jouable en famille. Complètement. Et j'avais un petit peu peur que le côté junior... c'est pas pour moi, ça. Voilà, j'avais peur que le côté junior le limite, alors qu'en fait je trouve qu'ils ont fait un superbe travail tant illustratif que ergonomique et autour de la mécanique pour le rendre justement accessible. C'est-à-dire qu'il y avait la version familiale dans Cascadia Junior, et ben ils ont réussi à le rendre encore plus familial, mais avec juste ce qu'il faut de pas pour que tu joues à Cascadia Junior à 6 ans, tu joues à la deuxième version à 8 ans, à 8 ans et demi, 9 ans ou 10 ans, tu joues à Cascadia version famille sans aucun problème. C'est-à-dire que vraiment, la courbe d'apprentissage a bien été travaillée, je trouve. C'est une très bonne déclinaison. Et puis donc, Rachel nous parle de Luthier. C'est chez vous, Luthier ? Ouais, Luthier, là pour le coup, vraiment fin d'année, Q4, quatrième trimestre. D'accord. Mais Luthier, donc on aura le temps d'en reparler quand tu reviendras. On aura le temps d'en reparler, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas amené là, on commence à être un petit peu plus loin dans la fin d'année. Ok, on a un petit peu de temps pour faire du violon. C'est ça, et fabriquer des instruments. Quand tu viendras, on fera des instruments. On en profitera pour les fabriquer nous-mêmes. Je joue de la flûte. C'est vrai ? Oui, enfin, à l'école, quoi, je faisais de la flûte. Non, maintenant, je fais plus de la guitare. Ça, par contre, c'est vrai. Je peux faire un peu de guitare. Ouais. Moi, de l'accompagnement, attention. Moi, j'aimerais bien faire du piano, j'ai pas appris, puis je suis nul, parce que vraiment, ma mère, elle est prof de piano. J'ai pas appris à faire du piano. Ça fait un peu de pression, d'un autre côté. Ça, je regrette un peu. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pas réussi. Les cours étaient problématiques. Non, quand je dis je fais de la flûte, ça n'a rien à voir avec le... On revient un tout petit peu sur ces fameuses... Alors, il faut que tu me racontes parce que moi, j'ai pas vu. Oui. Tu as répondu donc à un podcast. Un podcast qui s'appelle Premier Lancé, qui était là, et voilà, coucou. Et alors, j'aurais pu lancer le podcast, mais j'ai pas eu tout le temps là, ces derniers jours. Et donc, vous avez abordé le thème de la critique. Alors, moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai pas vu les retours sur les réseaux sociaux. J'ai juste su, Aline les a vus, que ça a beaucoup fait parler de ce fait que les gens ont réagi. Beaucoup. Je veux pas que ce soit non plus une tempête dans un verre d'eau. Mais... C'est un peu l'impression que j'ai eue. Bon, ne lisant pas les messages, je me rends pas vraiment compte. Je suis au courant de rien. Je suis nul, en fait, franchement, il s'intéresse à l'actu ludique et il sait pas les choses. Parce que j'ai pas passé beaucoup de temps. Par contre, nous, on a eu les scuds qui ont suivi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est dommage que latéraux en banc, bam, bam, boum. En ce moment, sur un monde de jeu, on n'est pas trop dans les histoires, mais on a des scuds régulièrement. Pénélope qui est là sur le chat, elle en fait partie aussi, parce qu'elle aussi, elle est passée sur d'autres chaînes. Et nous, on se prend des scuds en rebond de la chaîne d'un monde de jeu, les vendus d'un monde de jeu, on voit des trucs, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, les gars, on fait ça depuis tout le temps et je vois pas, il n'y a rien qu'à changer, mais on se dit un petit exutoire, faut bien aussi aimer détester, je sais pas si c'est vraiment ça, bon bref. Pour le reprendre rapidement, on parlait du coup de la façon dont on aborde un jeu de société. Et du coup, j'explique, parce que c'est vraiment une notion qui me tient à cœur, sur le contrat social. Ça veut dire qu'effectivement, en fonction de ce que tu recherches, de ce que tu à l'intérieur de toi au moment où tu joues à un jeu, eh bien tu ne l'abordes pas de la même façon. Un exemple typique, je teste un jeu où j'y joue, j'ai un état d'esprit qui n'est pas le même. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait contrecarrer cet élément-là. Pourquoi ? Parce que je viens chercher quelque chose qui n'est pas forcément la même chose dans un cas ou dans l'autre. De la même façon, j'ai passé une journée de merde au boulot. J'aurais préféré regarder un film, mais c'est la soirée jeu, je me dis allez, ça va être sympa, j'y vais, mais j'y vais un peu à reculons. Je dis pas que ça va automatiquement mal se passer, je dis juste que la façon d'aborder le jeu va être différente. Et en partant de ce contrat social-là, on parle de critique de jeu. Et donc, dans la critique, je dis que la critique négative, et je ne dis pas les critiques négatives, je dis certaines critiques négatives, donc certaines. Je ne généralise pas. Parce que critique négative, pour moi, il y a de la critique ou il n'y a pas de critique. Négative ou positive, je vois pas. Il y a de la critique. La critique, au final, tu arrives parfois sur un avis. Et c'est lui, l'avis, qui va d'un seul coup être négatif ou positif. Voilà. Mais la critique en elle-même, elle existe. Elle n'est pas négative ou positive, elle est la critique. Elle est, tout à fait. Et donc, par rapport à cet avis négatif, je parle ensuite de posture. En disant, pour certaines, je le déplore. J'espère que puisqu'on a la liberté de critiquer et de donner son avis, j'ai cette même liberté de critiquer et de donner mon avis. Je déplore que l'on soit passé trop facilement à de l'entertainment par rapport à du journalisme. Donc, puisqu'il y a de l'entertainment, ça veut dire qu'il faut que je divertisse.
Et de la même façon que les Romains avaient le jeu du cirque, de la même façon que on regarde par le petit trou de la serrure pour certains d'aller voir dans le Love Story ou etc. À gros traits, mais il n'empêche que il y a aussi ce petit côté en moi, y compris d'aller un petit peu chercher le drama. Oui, c'est ça. Tu parles de transformer un avis en publicité finalement pour ce que tu fabriques. Pour ce que tu fais. Oui, d'accord. Et donc du coup, il y a chez certains, chez certaines, mais même pas tout le temps, et même pas simplement par rapport à la critique, des petits de temps en temps, où de mon côté, je trouve, c'est peut-être que j'ai tort, il n'y a aucun souci, mais c'est un avis, je trouve une posture qui est de dire, je dois montrer mon indépendance, donc pour montrer mon indépendance, il faut que je démonte un jeu, parce que si je ne démonte aucun jeu... Se servir de la critique, de l'avis négatif pour montrer son indépendance d'esprit. Voilà. Ok. Et là, ça a été effectivement très vite généralisé en disant, le brand manager de chez Lucky Duck a dit que les critiques, ce n'était que des postures. Oui. Donc, puisque nous faisons des critiques, nous ne sommes que des postures pour montrer qu'on est indépendant. Donc, on se fait critiquer, on ne le prend pas bien et on le monte en épingle à cheveux. Et donc, on se fait aussi une certaine publicité. Non, mais c'est aussi une certaine publicité. Oui, c'est possible. C'est peut-être exactement ce dont tu parles. C'est pas très grave, hein, surtout tu n'as pas dit quelque chose de... On peut quand même émettre son avis, mais après, tout le monde a le droit de réagir là-dessus. Je suis un peu plus au courant maintenant, parce que j'étais pas super au courant au début. Ça me paraît pas un sujet qui remue non plus ciel et terre et qui va provoquer des remous incroyables. Non, et puis qu'il y ait des réflexions, j'entends même aussi ce que dit Isaac Racroux. J'ai senti que c'était un drama, alors, en fait, il y avait un problème très gravissime. Alors, problème gravissime, non. Après, par contre, je veux bien comprendre que des personnes, là en l'occurrence des personnes, se soient senties atteints dans leur intégrité et tout, ce qui me fait sourire, puisque dans l'autre sens, lorsque l'on donne un avis, donc pas une critique, c'est-à-dire qu'il y a eu potentiellement des arguments, donc quand, oui c'est ça, et que se sentent visés et attaqués. Il y a des personnes qui se sentent visées ou attaquées, nous disent. Possible. Ce qui me permet de sourire. Moi je me suis bien senti visé et attaqué, je ne savais pas pourquoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe les gars? Franchement tout va bien, enfin... Mais donc oui, pour en terminer par là, je dis, très bien, voilà, ça permet aussi de montrer à quel point, lorsque l'on émet un avis par rapport à la distinction à faire entre la forme et le fond, eh bien, émettre un avis négatif, taclant, et donc que d'autres personnes en face, là on parle du jeu de société, donc par rapport à puissent là aussi se sentir visés. Ouais. Ah oui, mais non, mais là moi je ne fais que donner mon avis sur le jeu de société. Oui, d'accord, très bien, mais la forme a une importance, donc vous ressentez peut-être aussi ce que d'autres peuvent ressentir quand ça tacle, pas quand ça critique. C'est là où effectivement je suis d'accord avec ce que certains disent. Oui, quand on argumente... C'est ça, Caroline nous dit, c'est assez simple de dire qu'on n'aime pas, dès lors qu'on argumente, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin j'imagine en tout cas, hein, je ne pense pas à travers ta pensée, puis j'ai souvent entendu dire ce que tu pensais des jeux, de toute manière en bien ou en moins bien. Mais en mettant une forme. Oui, mais ce que dit Harlequin, c'est vrai. Je ne suis pas choqué par quelqu'un finalement qui est cash. Non, pour moi, chacun sa façon de faire. Oui, tant que c'est assumé aussi. Tant que c'est assumé, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je suis cash? Je suis cash parce que dire que celui-là me fait gerber est beaucoup plus attractif, en disant oh il va se passer un truc, oh la vache ça va taper, que je pense que ce jeu n'est pas pour moi. Je préfère personnellement le je pense que ce jeu n'est pas pour moi. Mais c'est un avis personnel. Et ce n'est pas parce que je suis responsable brand manager Lucky Duck que ça s'applique sur des jeux Lucky Duck ou d'autres jeux. Quand j'étais chez Trick Track, je l'ai fait sur tout. Mais tu vois ce que ça génère aussi, c'est ça qui est surprenant, qu'on ne peut pas y faire grand-chose, ça, c'est que comme le débat il existe, mais sans échange direct entre les personnes qui s'opposent sur ces questions-là, il n'y a pas possibilité d'en discuter, et ce qui en ressort, ce sont des slogans qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, donc des stories avec une phrase qui va résumer les choses en Guillaume il n'aime pas la critique, point. Et on se retrouve à dire c'est vrai, c'est scandaleux ces personnes de l'ancienne génération, parce que là d'un seul coup on s'amuse à nous placer des générations en plus, alors que souvent parfois on a le même âge, les choses ne sont pas aussi caricaturales que ça. Nous on l'a souvent, je dis ça pour nous en fait, parce qu'on a souvent vécu sur un monde de jeu, on nous a souvent dit vous êtes de l'ancienne génération. J'ai commencé en même temps que le passe-temps, qui sont dans la nouvelle génération si tu veux. On a commencé ensemble au même moment, et je me dis pourquoi en fait on a le même âge, on fait les choses en même temps, comme ça. Et puis simplement on reçoit des gens, c'est peut-être ce qui nous fait rentrer dans une autre catégorie. Mais ces slogans-là, ils créent des choses, des animosités, des oppositions qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Ce sont simplement des points de vue ou des lignes éditoriales différentes qui sont intéressantes en elles-mêmes. Oui. J'aime beaucoup la phrase de Plessix, c'est effectivement cette histoire de forme
m'importe. Je trouve ça primordial. C'est une façon de voir les choses, hein, une fois encore. On peut très bien être cash, il faut juste assumer ce que ça veut dire derrière aussi. Mais quand souvent les avis tombent comme des couperets, ça donne une illusion, parce que pour moi c'est une illusion, de vérité ultime, vérité indiscutable. Voilà. Non, mais non, bien sûr que non. Les gens en face, ils voient bien que je donne mon avis. Désolé, quand j'ai répondu à cette interview, les gens en face, donc toi y compris, vous avez bien vu que je donnais que mon avis. Donc alors qu'est-ce qui vous fait sursauter comme ça? C'est pas grave, après, tout est dans l'agression ou pas, mais on est revenu dessus, on vous en a parlé, et on va faire de la critique. Alors, c'est parti. Je déconne, rassurez-vous. C'est parti. On va voir tout ce que tu n'aimes pas. Je pense que c'est le bon moment de se lancer là-dedans. Fait ça aussi, non? Il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. On va voir si tu as les mêmes réponses que Croc. Ah non, je pense pas. Non. Un plat que tu n'aimes pas, Guillaume. Attention, n'hésite pas à être un petit peu grinçant, parce que là, on veut des avis grinçants. Je vais être grinçant. Il y a un plat que je ne peux pas manger pour sa consistance. Cite pas ce qu'on a mangé hier. Non, c'est la cervelle. Ah oui, c'est vrai. Alors j'y arrive pas. Ouais, ça te fait du bien un peu de cervelle. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est grinçant, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on enchaîne avec un défaut de joueur. Un défaut de joueur, quelqu'un qui s'estime trop important pour faire la partie à son esprit en oubliant qu'il est avec d'autres joueurs. Ah oui. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire le joueur alpha. Une sorte d'égocentrisme ludique. Exactement. Ça ne veut pas forcément dire que le joueur alpha. Dans les jeux coopératifs, je trouve que le problème du joueur alpha est un problème de joueur et non pas de jeu. C'est mon avis. Un joueur alpha, ferme-la. Down, redescends un petit peu, il y a d'autres joueurs que toi autour de la table. De la même façon, dans les jeux plutôt euro gestion de ressources, un mec qui ne me regarde ou une femme qui ne me regarde même pas dans les yeux et où j'ai l'impression de n'être qu'un cerveau à abattre parce que son cerveau à lui doit être plus grand que le mien, je trouve ça très déplaisant en disant mais madame, monsieur, on joue ensemble. Donc oui, tu vas certainement gagner parce que ton cerveau est mieux organisé que le mien. C'est pas grave, mais au moins qu'on ait un peu d'échange. C'est un jeu de société. Donc voilà, ce défaut-là où tout d'un coup tu as l'impression de dire on joue à la même table et voilà, je n'aime pas ce défaut de joueur. Je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de défauts de joueurs qu'on n'aime pas, de manière générale. Moi, les gens qui jouent pas, je crois que c'est le pire, en fait. Non, vraiment. Ah oui, pas qu'ils mettent trop de temps. Pardon. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment à la table. Qu'ils sont ailleurs, alors soit dans la critique du jeu, et puis d'un seul coup, ils sont plus du tout en train de jouer, il se passe rien à la table, et du coup, on peut plus critiquer le jeu, en l'occurrence. C'est parce que, comme les joueurs n'ont pas fait l'effort de jouer vraiment au jeu, ça peut être un petit peu pénible. Je suis pas très fan non plus de ceux qui arrêtent la partie en disant c'est bon, on a compris, allez, on fait autre chose. Moi, mon but, c'est pas de comprendre le jeu. J'ai envie d'aller à la fin. Je comprends. Je comprends parfaitement. Plusieurs aspects. Alors attention, je reviens sur le contrat social par rapport à ce que dit Pénélope dans le chat, et c'est super intéressant. Si le contrat social autour de la table, conscient ou inconscient, il est partagé par tout le monde, en disant le but du jeu, c'est qu'on batte le jeu. Et qu'il y a un joueur ou une joueuse alpha qui a de l'expérience, qui a machin, etc., et que tout le monde est d'accord pour apprendre de son expérience, zéro souci. Vas-y, évidemment. Drive le truc. Moi, j'apprends de toi, je prends de l'expérience. Tout le monde est d'accord. Ok. Si quelqu'un vient pour s'amuser, j'ai ma chérie. C'est pas tout à fait la même. Pardon, mais c'est pas tout à fait la même chose. Joueur alpha et effet leader. C'est pas exactement la même chose. Le alpha, c'est celui qui prend beaucoup de place à la table. L'effet leader, c'est celui qui dirige. Tu peux être un peu alpha comme elle se revendique alpha, Pénélope. Tu peux l'être sans écraser les autres. Il y a possibilité quand même de leur laisser de la place. C'est pas, à mon avis, l'effet leader, celui qu'on critique souvent, à juste titre, c'est celui qui écrase les autres et où les autres n'ont plus de plaisir à la table. Donc voilà, il y a une différence entre les deux quand même, parce qu'on peut avoir beaucoup de personnalité ou moins de personnalité dans les jeux mécaniques, c'est surtout de cela dont on parle. C'est un peu deux sujets différents. Et c'est là où, oui, ma chérie, ça la dérange pas qu'on lui dise ah bah tiens, peut-être que tu pourrais faire ci ou que tu pourrais faire ça, parce que elle, ce qu'elle attend, c'est ce moment partagé ensemble. Pas forcément le fait de dire j'ai pris mes décisions. Et c'est discuté, c'est accepté. Donc ce contrat social-là étant respecté, tout le monde s'amuse à la table, tout va bien. Ouais. Moi, je suis pas j'aime bien laisser la place aux autres. C'est-à-dire que j'écrase pas les autres. Et par contre, quand il y a quelqu'un qui écrase vraiment les autres, j'aurais tendance, moi, au bout d'un moment, le laisser jouer, puis même penser à autre chose. Et ok, c'est bon. Ça déroule. Et pourtant, pas du tout quelqu'un qui se laisse faire, mais vraiment pas du tout. Donc j'ai pas de problème avec les personnes, les joueurs qu'on qualifie d'alpha, parce que je dois pas en être si loin que ça d'une certaine manière, même si je laisse beaucoup de place aux autres par contre. Donc j'ai pas de problème avec ce type de joueur. Par contre, avec un joueur à effet leader, là, ça va moins me plaire nécessairement. Un type de jeu que tu n'aimes pas. Un type de jeu que je n'aime pas. Alors les jeux d'enchères.
de façon globale. Les jeux d'enchères, je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je n'y arrive pas. Ouais. Je n'arrive pas à estimer correctement, moi. Et donc du coup j'ai l'impression de me faire avoir. C'est-à-dire que là j'ai proposé fort. Ouais, le guessing aussi, parce que c'est souvent un peu la même chose. Hein. L'enchère et le guessing, on n'est pas très loin. Alors c'est rigolo que tu le dises parce que le double guessing me gêne moins. Ah ouais. Au sens où alors il pourrait faire ci, mais ça veut dire que moi je vais faire ça, ou alors il sait que je sais que ça, donc si. Alors que dans l'enchère, au moment où je remporte l'enchère, je me dis mince, j'aurais peut-être pu proposer 10 de moins, je l'aurais quand même eu, donc je me suis fait avoir à faire trop, ou alors je me suis arrêté à 10, ils sont montés à 12, si j'avais dit 12, peut-être qu'ils seraient montés à 14 ou je l'aurais eu à 12. C'est moins le cas dans un jeu comme par exemple Art Society, où l'enchère elle est directe 1. Je choisis juste un chiffre, je propose, les autres révèlent, tiens, j'ai mal lu leur jeu. Donc tu vois, c'est dans ce sens-là où je le distingue un petit peu. Alors après, il n'empêche que sur certains jeux d'enchères, je m'amuse quand même, mais j'ai plus de mal à le maîtriser moi. Oui, puis c'est frustrant quand tu rates en enchère, tu peux te larguer très vite et plus pouvoir t'en sortir parce que tu n'as plus les moyens. J'aime beaucoup, moi, les jeux d'enchère. Il ne faut pas que ce soit trop long, c'est surtout ça. Je comprends. J'aime pas quand ça se passe à une table de jeu, quand quelque chose se passe à une table de jeu. Alors, c'est pas forcément un joueur, mais une situation où vraiment. Je déteste le conflit. Ouais. Donc là, j'en ai parlé par rapport à ce qui se passe et tout. C'est vrai que c'est des choses qui automatiquement, moi, j'aimerais pouvoir en discuter directement d'œil à œil pour que je comprenne, etc., etc. Donc un conflit un peu larvé, ça veut dire que chacun essaye un petit peu de se mordre la langue pour que ça continue. Je me sens très mal quand je vois une situation de quelqu'un qui commence à être pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Et ben donc quand ça se passe à table pour une raison X ou Y, c'est-à-dire que je peux même comprendre que quelqu'un soit un peu mauvais joueur, mauvaise joueuse, mais au moment où ça commence à la déborder... Je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai un souvenir au chalet de Florian et Pénélope, comme ils sont tous les deux là sur le chat, où à un moment, j'ai eu l'impression que ça chauffait entre eux. Tu sais, ils sont commencés à s'exciter. Je n'ai aucun souvenir du thème. Franchement, je me rappelle plus du tout pourquoi ils se sont mis à chauffer les deux. Et je me suis senti pas bien et j'ai quitté le chalet. Je me suis dit, je suis rentré à la maison en disant, oh là là, c'est en train de s'énerver. Je suis revenu au chalet, ils se tapaient dans le dos, ils étaient super contents l'un l'autre. Ils ont adoré ce moment-là, les deux. Et moi, par contre, j'étais super mal à l'aise. Donc c'est vraiment autour d'une partie... c'était sur l'As d'or, nous dit Florian. D'accord. Et vraiment, autour d'une partie, quand tout d'un coup, ce n'est plus du jeu, ou ce n'est plus seulement du jeu, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui, c'est du perso, mais pour plein de raisons. C'est même pas une question que de mauvais joueurs ou mauvaises joueuses par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc rien à voir. Et là, je souffre moi aussi de ça. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais très bien qu'une parole pourrait faire tout péter, mais en même temps, ne rien dire, ça peut laisser quelqu'un dans une solitude. Enfin bon, bref, voilà. Donc je n'aime pas quand ça se passe à une table de jeu, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les couvertures de boîte, j'ai laissé ce thème-là. Des fois, je les change, et puis là, j'ai mis toutes mes questions. Du coup, j'aurais dû en mettre trop, parce que souvent, je sélectionne en fonction des invités. Dans les couvertures... Ça devait être en fonction de... Il devait y avoir un illustrateur. Je ne sais pas si tu as une réponse pour ça. Oui, j'en ai une. J'en ai une, mais elle m'incombe. Elle n'incombe pas à la couverture. J'aime pas quand la couverture me fait rêver à quelque chose, me promet quelque chose, mais c'est moi, puisque c'est moi qui projette. La couverture, elle est faite une fois encore. C'est moi qui, à cause de la couverture, je projette un truc, je retourne la boîte, et ça fait pchit. Non, alors ça n'a pas l'air d'être ça. Alors des fois, je me trompe, c'est-à-dire que en fait, si c'est bien ça, mais l'image derrière du matériel ne le fait pas, c'était pas en rapport par rapport à ce que j'avais imaginé. Et des fois, c'est le contraire, effectivement. Je retourne la boîte, non, ça a l'air d'être ça, c'est effectivement ça, et donc du coup, je suis déçu comme un crétin. Parce que c'est la couverture qui m'a vendu ça, qui moi, m'a évoqué ça. C'est nul. Joue au jeu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Joue au jeu, puis tu verras. Mets un peu de côté. Donc, quand la couverture... ça va être... On veut un nom à ce jeu, dit Florian. Il y en a plusieurs. Non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, il y en a quelques-uns, des jeux comme ça, forcément. Un jeu que tout le monde aime. J'aime pas un jeu que tout le monde aime. C'est dur parce que là pour le coup je suis un vrai bon public, mais je n'aime pas trop Moi je suis parfois sensible aux effets de mode, des fois j'y vais pas puis j'y vais plus tard et si c'était bien. Non mais jouer à Skyjo par exemple, je n'aime moi pas trop y jouer parce que je me dis mais sérieux, bon sang, allez, juste pour avec juste quelques règles et quelques éléments, même carte couleur. Mais je vous assure, on pourrait jouer mieux. Mais ferme ta bouche, Guillaume. C'est exactement typiquement ce que je reprocherais parfois sur la forme que ça prend. Donc c'est pour ça que je ne le dis pas. Je ferme ma bouche. Parce que visiblement, réellement, concrètement, on a partagé de très bonnes parties de jeu.
autour de Skyjo. Oui. Donc ça veut dire que si je suis là et que je suis en accord avec ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui y a autour de la table, eh ben du coup faisons un petit Skyjo et ça passe super bien. Moi personnellement, juste préféré jouer à autre chose. Un trio, par exemple, il y a guère plus de règles et je trouve que je maîtrise plus ce qui se passe dans le jeu avec des cartes, des règles et des numéros et des couleurs. Moi, me dérange pas trop, moi. Mais non, mais voilà, mais c'est juste pour dire, effectivement, tout le monde l'aime. Personnellement, je préfère jouer à autre chose. Je lis un peu le chat. Rachel qui rappelle la partie, on l'a fait découvrir à Charles Amir Skyjo quand il est venu au chalet la fois dernière. Ouais. Et question de Charles Amir, c'est quoi la répartition des cartes dans Skyjo? Parce que forcément, il avait envie de bien jouer, ouais, de maîtriser. C'était pas idiot. Hein, complètement. Je l'ai déjà fait, moi. J'ai eu le cas de figure aussi derrière où je demandais la répartition des cartes. C'était avec Helvétique avant les parties où pour moi c'était important. Il me regardait de travers en disant mais ça va pas. Bah, comment on fait pour jouer sinon? Il y a plein de commentaires. Là, vous partez dans tous les sens, mais c'est chouette de vous lire sur les chats. Ça continue à parler de cette polémique. Le mot est un peu exagéré, mais sur la critique, où notamment on a Plessis qui fait un commentaire qui est, je le retrouve, qui est pas mal. Donc, où c'est? Tu vois Plessis là? C'est un dialogue indirect, chacun réagissant à ce que dit l'autre, mais en s'adressant à sa communauté. Oui, moi j'ai vraiment ressenti, parce que j'en ai vu passer un ou deux quand même, mais j'avais pas l'origine, mais j'ai vraiment ressenti, je vous fais ma pub de ce que je suis en train de faire. Et chacun, du coup, va parler de lui. C'est ça, parfois, qui déforme un peu les choses. Je suis très content, et merci Martin de pouvoir affiner ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, mais c'est aussi en ce sens-là que j'ai préféré ne pas réagir. Oui. On en rediscutera certainement quand on se croisera en face à face et en vis-à-vis avec les personnes. C'est pas gênant. Après, vous n'êtes pas obligé d'embarquer des critiques de ce que d'autres font qui n'ont rien à voir dans le même temps. Est-ce que c'était nécessaire ça? Pas forcément. Ensuite, chez toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas cette image? Il faut que je la sorte. Je sais qu'Aline m'a dit non mais tu changes cette image, j'ai oublié là. Un truc que tu n'aimes pas chez toi. Quelque chose que j'aime pas chez moi. J'ai beaucoup de mal à vivre avec et pourtant il faut le faire. Je n'aime pas le fait de toujours me dire que ce que je fais est c'est insuffisant, c'est pas assez poussé, professionnel, préparé. Enfin bon bref, je suis mon plus malheureusement mon plus dur critique. Ça tourne dans la tête sans arrêt et j'aimerais vraiment pouvoir me dire hey, stop Guillaume, vas-y tu fais. Tu peux te planter, tu as le droit et surtout pose sur off un petit peu tout ce qui tourne là-haut dans le moulin, à vouloir faire bien analyser, si et comme ça et pour toi et par ça. Voilà, donc j'aimerais vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas, un syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi. C'est marrant parce que je l'ai jamais eu dans le jeu, je l'ai eu en BD. Pourtant, c'est mon métier, mais dans le jeu, je l'ai jamais eu parce que je suis arrivé dans le jeu d'un autre milieu en me disant, je vais vous parler de ce que j'aime bien, ce que j'aime moins. Surtout ce que j'aime bien, c'est vrai, on parle surtout de ce qu'on aime bien, mais je crois que tout le monde parle surtout de ce qu'il aime bien en général. Et un peu sûr de quoi? On n'oblige personne à venir regarder ce qu'on fait et on n'a jamais obligé les gens à venir au chalet. Donc finalement, les choses se passent assez facilement. Toi, tu l'as vraiment ressenti. Mais je le dis en essayant de ne pas avoir de trémolo dans la voix, j'ai toujours l'espèce de crainte que tout d'un coup quelqu'un arrive et dise « Non mais en fait, regardez, le vrai Guillaume, il est là et oh là là, regardez. » alors que du coup, j'essaie de faire les choses au mieux et enfin bon bref. Je suis plus marqué par la peur parce qu'on avance aussi en âge et en expérience le côté has-been. Puis des fois, il n'y a pas de raison non plus là-dessus. Il n'y a pas de raison, on fait ce qu'on veut et si ça marche pas, ça marche pas. Mais on n'attend pas que quelqu'un vous monte du dos en disant c'est terminé toi. Là, maintenant, il faut laisser la place. Cette phrase qui n'a aucun sens dans un milieu dans lequel on a tellement besoin de aussi utiliser, de mettre en valeur l'expérience. Je trouve que le secteur du jeu met peu en valeur l'expérience. Alors peut-être que vous allez dire c'est parce que j'avance en âge, mais non. De manière générale, il y a eu très peu, tu vois, dans d'autres secteurs culturels, il y a ces fameux prix remis à quelqu'un pour l'ensemble de sa carrière. Et c'est pour ça qu'on a fait la patate d'or aussi sur le mode de jeu. Mais ça c'est un. Il y a une sorte de voilà un élément positif. Laisser la place aux autres que je comprends pas toujours parce qu'en fait il y a de la place un peu pour tout le monde quand même malgré tout. Et puis même la patate d'or n'a pas vocation. Pardon, je m'empare de quelque chose qui n'est pas bien. Pour moi, la patate d'or, elle n'a pas vocation à dire merci pour l'ensemble de votre carrière. Sous-entendu, c'est terminé. Merci, c'est terminé. Pas du tout. Ah non, il y a eu quelques jeunes. Il y a cet élément positif qui est de dire merci pour ce qui a été accompli et fait dans le monde du jeu. Point barre. Il y en aura peut-être d'autres que vous allez continuer de faire et d'accomplir. Mais ça, c'est positif et je trouve ça chouette.
Voilà, ça continue. Et là, ce qu'on va continuer à faire, c'est jouer à Andromeda's Edge. Donc, pause, mes amis. Nous allons pouvoir débrancher, réinstaller un peu les caméras pour que ça soit plus... Parce que là, ça va prendre de la place. Ça va prendre de la place. Il faut que j'organise un tout petit peu. Donc, d'ici une demi-heure, je pense, on se met en route. Attention, il sera 10h et puis on n'aura pas tellement de temps que ça parce qu'on va avoir 2 heures. Montre en main, on va pas avoir beaucoup de temps pour le faire. Donc, il est probable qu'on ne finisse pas cette partie. J'en suis désolé. Parce que le temps de l'explication de l'installation et tout ça... Je coupe ce live et on se retrouve à tous juste pour les messages après. de soutien. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à très bientôt. À tout de suite.